En mars 2026, Anthropic, l'entreprise derrière Claude, a publié une étude qui a fait beaucoup de bruit. Pas pour ce qu'elle annonçait, mais pour ce qu'elle mesurait vraiment. Contrairement aux études précédentes qui théorisaient ce que l'IA pourrait automatiser, Anthropic a regardé ce qu'elle automatisait déjà en croisant les données réelles d'utilisation de Claude avec des tâches de 800 métiers référencés. Le verdict est sans appel. Les métiers les plus exposés, ce sont les professions intellectuelles, donc rédacteurs, analystes, chargés de communication, opérateurs de CCI et bien sûr les développeurs. Des métiers qui ont en commun de traiter de l'information, de produire du contenu, de structurer des messages, autrement dit, exactement ce que font les agences de communication. Et pourtant, dans les métiers de marketing et communication, si la majorité des tâches pourraient théoriquement être automatisées, seulement une fraction l'est dans la pratique. Il y a donc un fossé entre ce que l'IA peut faire et ce que les professionnels en font vraiment. En 2024, une étude estimait que 64% des agences de communication avaient intégré l'IA dans leur workflow. Mais on peut cocher la case IA sans que ça change grand-chose pour le client. Mon invité, Jeffrey Omis, dirige l'agence WeFew aux Antilles. Il a une opinion sur le sujet et on va la tester. Dans la vidéo, c'est un des premiers sujets sur lesquels on a voulu aller très tôt, mais les outils n'étaient pas encore au niveau. Et puis après, ça nous est déjà arrivé de faire des campagnes et puis d'aller jusqu'au bout, d'avoir des choses qui sont bien et puis de rater des petits détails. Et puis hop, juste avant l'impression, juste avant la diffusion, on se rend compte, ah ben tiens, il y a un truc qui est pas normal. On n'est pas un supermarché, on vient pas acheter une prestation et puis on se retourne. Quand on vient nous voir, on vient chercher un conseil et ce conseil-là, il est précieux. Si on vient et qu'on passe par un outil comme l'intelligence artificielle pour créer une identité qui doit être singulière, on fait déjà fausse route. L'IA ne va pas créer ou inventer, il va... Jeffrey, Jeff, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, te présenter? Donc, tu es directeur de l'agence WeFew. Parle-nous un petit peu de cette agence et de toi. Oui, alors du coup, Jeffrey Omis, j'ai 33 ans, je suis effectivement directeur de WeFew, qui est une agence de communication digitale, donc qui opère sur les Antilles-Guyane, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis un petit peu Saint-Martin et Saint-Barth. Pour décrire rapidement l'agence, en gros, notre métier, c'est vraiment de pousser les messages de nos clients sur tous les canaux digitaux, de façon à ce qu'ils soient le plus vus possible. Donc voilà, c'est une agence qui existe depuis 15 ans maintenant. Et du coup, pour parler un petit peu de moi, donc mon parcours, j'ai fait des études pour la plupart de mon parcours en Martinique. Après, je suis parti en Hexagone, donc j'ai fait mes études à Montpellier. D'abord sur un cursus informatique, parce que c'était ma première passion, on va dire. Donc d'où le fait aussi que je sois plutôt orienté digital. Et puis après, j'ai découvert le marketing d'abord et ensuite la communication durant mes études. Et après, j'ai bifurqué et j'ai terminé ma formation ici aux Antilles. Donc, et puis après, je suis rentré chez WeFew, qui est une des premières entreprises là où j'ai commencé. Donc, je suis parti tout en bas. Donc, j'ai commencé par un stage là-bas. Et c'était vraiment pour moi une révélation parce que j'ai trouvé une boîte qui était vraiment hyper agile, hyper un peu au balbutiement du digital aussi aux Antilles. Donc, je suis tout de suite tombé amoureux du truc, notamment des réseaux sociaux. J'ai commencé par ça. Donc, j'ai beaucoup accroché. Puis, du coup, j'ai travaillé dans ce secteur-là jusqu'à gravir les échelons. Je suis passé planeur stratégique. Donc, l'idée du planeur stratégique, c'est d'arriver avec une vision stratégique un peu plus macro sur ce qu'on fait, de façon à travailler la stratégie des clients sur le digital. Comment est-ce qu'on va parler, à quelle cible, quel canal on va utiliser, etc. Et puis, progressivement, les choses se sont faites. Et puis, aujourd'hui, je suis directeur. Ah ben c'est super intéressant, tu as un super beau parcours. Et ce qui m'a un petit peu retenu, c'est que tu m'as dit que tu as commencé au début du digital. Donc, ça veut dire qu'à aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Aujourd'hui, on parle d'IA, et c'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On parle d'IA et on parle de l'intégration de cet outil dans nos métiers. Comment ça se passe pour vous depuis ces dernières années avec l'intégration de l'IA dans vos équipes ? Alors c'est sûr que c'est un bouleversement. Donc nous, en tant qu'agence, on travaille avec une multitude d'outils, donc qui nous servent à plein de choses. Donc que ce soit sur l'organisation générale de notre travail, mais aussi sur la partie créa, qui est un des éléments en tout cas hyper important en agence. D'autant plus que chez nous, c'est vraiment notre levier de différenciation numéro 1. Et du coup, l'IA bouleverse un peu ces deux mondes-là. Alors pas de la même façon pour le coup, parce que quand on intègre l'IA dans nos process de travail,
quotidien, notamment sur la partie organisationnelle, c'est plutôt un levier de productivité et tout le monde le voit plutôt d'un bon œil. Par contre, quand on l'intègre dans la créa, c'est une dynamique qui est différente parce qu'on peut avoir l'impression qu'on va substituer d'autres métiers, etc. Donc, c'est une façon de l'aborder qui est un peu différente. Mais voilà, nous, on prend le pli. Si tu veux, on a commencé d'abord par itérer. Ça, c'était un peu ce qui était le plus long et le plus difficile, qu'on continue à faire évidemment. Mais c'est de prendre tous ces outils, parce qu'il y en a énormément, et d'essayer de voir quel outil fonctionne le mieux avec notre process de travail, évidemment, mais aussi avec les objectifs qu'on a derrière. Donc c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de trouver les bons outils. Donc on teste beaucoup, on dépense aussi beaucoup d'argent pour les tester. Mais du donc coup, vous n'êtes pas seul à dépenser beaucoup d'argent dans ça coûte de l'argent l'IA, mine de rien. Donc du coup, voilà. Mais ça nous permet de tester chaque outil, de voir jusqu'où on peut aller avec chacun d'entre eux, voir ce que ça nous apporte, et puis toujours avec en ligne de mire, qu'est-ce que ça va apporter à nos clients. Parce que c'est ça la priorité. C'est pas de se dire qu'on va faire de l'IA pour faire de l'IA. Il faut que ça amène quelque chose à la fin pour notre client. Et du coup, tu parles d'outils. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien comme outils? Alors, pas les outils que tu recommandes à tes clients, pas les outils qu'on utilise nous, les outils de professionnels. Qu'est-ce que vous utilisez en termes d'outils? Alors, l'outil numéro 1 qu'on utilise, c'est la suite Adobe. Et pour le coup, la partie IA de la suite Adobe est très bien faite. Donc, on parle de Adobe Firefly, donc qui est vraiment un outil à part entière de la suite Adobe, mais qui est aussi intégré dans tous les outils qu'on connaît, Photoshop, Illustrator, etc. Donc du coup, c'est vraiment celui qu'on utilise le plus aujourd'hui, parce que ça nous permet d'une part de rester dans le workflow habituel qu'on a déjà, donc ça permet de pas bouleverser tout, mais par contre, ça ramène des skills qui sont hyper intéressantes. On a vraiment une IA qui est très poussée, qui est très performante, et l'intérêt de travailler avec une IA comme ça, c'est que le flow de travail est déjà orienté vers nos métiers, parce qu'ils ont des années d'expérience de créatifs qui travaillent avec Photoshop, etc. Donc, ils savent comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, ils arrivent à nous proposer des process et des surcouches d'IA qui sont déjà intégrées à nos workflows. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, ça, c'est un des outils qu'on utilise beaucoup. Et puis après, autour de ça, on a des outils vraiment spécialisés dans des, on va dire, des points techniques dans la créa. Des agrégateurs d'IA plutôt Voilà, par exemple. un des outils qu'on utilise qui est un agrégateur qui est Xfield, qui est assez spécifique, donc qui permet d'utiliser plusieurs moteurs d'IA, que ce soit pour de la vidéo, de la génération d'images, etc., qui est assez performant aussi et qui répond justement aux besoins de ce que je te disais tout à l'heure, d'itérer plusieurs moteurs de génération. Donc du coup, là, tout est concentré, donc c'est assez intéressant et c'est un outil qui est puissant aujourd'hui, donc on arrive à faire des choses qui sont vraiment déjà très très abouties. Et puis après, on utilise aussi les classiques, du ChatGPT, du Gemini. Nous, on a toute la Google Workspace, donc forcément, c'est des outils qui sont intégrés. Et j'ai une question concernant, parce que tu parles justement du fait que vous utilisez des outils qui sont intégrés, que du coup ça vous permet de les intégrer au fur et à mesure, de les exploiter parce que vous connaissez déjà Adobe, etc. Mais est-ce que ça vous a permis de réduire vos coûts? Est-ce que ça a eu un impact sur vos marges? Qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait, l'utilisation de ces outils? Parce que tu dis d'un côté que ça coûte cher, mais de l'autre, la promesse de l'IA aussi, c'est de faire gagner du temps. Et donc, on suppose de l'argent. Ou alors de la productivité, donc plus de travail, plus de possibilités de faire du travail. Tout à fait. Et le dernier volet que tu abordes, c'est un peu celui vers lequel nous, on va. Effectivement, l'IA permet de réduire le temps qu'on va passer sur certains sujets. Donc ça, c'est vraiment précieux parce que nous, dans notre métier, on vend du temps. Donc, plus on gagne du temps, mieux on se porte. Donc l'idée, c'est qu'avec ces outils-là, on essaie de gagner du temps, effectivement. Donc c'est le cas aujourd'hui, ça nous permet de réduire le temps qu'on va passer sur certains sujets, notamment tout ce qui va être recherche créative. Alors, quand on recherche des idées et qu'on propose des pistes à nos clients, on va travailler des phases de maquette, si tu veux, et c'est quand même hyper intéressant de pouvoir maqueter ces idées-là très rapidement, parce que forcément, dans tout ce qu'on va maqueter, il va y avoir une partie qui va partir à la poubelle, donc c'est quand même bien de pas passer 2 jours dessus, mais de réduire ce temps-là. Donc ça, c'est déjà un gain de temps pour nous, et forcément un gain de coût interne, si tu veux, en termes de dépenses, et ce coût-là, il se répercute évidemment sur notre client, qui lui va attendre beaucoup moins longtemps pour avoir ses premières pistes créatives, et qui à la fin va avoir quand même une facture qui sera un peu plus compressée. Donc ça, c'est quand même bien. Et puis après, ça nous permet aussi d'aller plus loin sur certaines choses, notamment des représentations qu'on n'a pas suffisamment aux Antilles sur les banques d'images classiques. Exactement. Voilà. Et avec l'IA, ça nous permet d'aller vers des
voilà des représentations de nos populations qui sont plus abouties, mais dans des formes qu'on retrouve pas, des photos qu'on retrouve pas, des scènes qu'on ne retrouve pas. Et ça, on peut le créer avec l'IA. Donc c'est pas forcément un gain de productivité au temps, mais là c'est un gain de qualité aussi. Ok. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a souvent le reproche que l'IA va baisser la qualité finalement, Qualité, ouais. mais on peut, si on l'utilise correctement, aller chercher de la qualité en plus. Voilà. Et est-ce que vos clients vous demandent justement d'utiliser l'IA? Est-ce que aujourd'hui vos clients vous disent on a besoin de réduire les coûts, utilisez l'IA? Alors, Ou comment ils sont plutôt face à l'IA? je pense que tout le monde l'a déjà eu au moins une fois. On a des clients évidemment qui peuvent voilà, être tentés de nous dire faites-le avec l'IA, ça ira plus vite, etc. On l'a déjà eu évidemment. Alors après, nous, on fait attention aussi à ce qu'on produit. Ce qui est assez compliqué et technique, c'est que quand on produit pour des clients et notamment des marques qui ont pignon sur rue, on a des choses aussi qu'on doit respecter en termes de chartes, etc. où l'IA peut trouver quelques limites. Donc on est obligé, nous, toujours de passer derrière et d'avoir quand même une partie créa qu'on garde. Mais ça arrive effectivement que des clients nous en parlent spontanément, mais c'est beaucoup plus rare. Par contre, nous, parfois, on l'amène auprès de nos clients parce qu'on est très transparent là-dessus. On cache pas l'IA, voilà, on fonctionne avec, on l'assume pleinement. Et du coup, quand on met de l'intelligence artificielle au service du client, on lui dit pourquoi on l'utilise, on lui montre sur quel aspect on l'utilise et qu'est-ce que ça lui fait gagner, que ce soit en temps, en budget, etc. Donc du coup, c'est plutôt nous qui sommes moteurs là-dessus, même si ça arrive qu'on ait cette petite réflexion. Et du coup, tu as fait une interview pour Iwag que j'ai lue il y a pas longtemps où tu disais que faire des logos avec l'IA, par exemple, ça posait des problèmes de différenciation. Donc, si demain, un client te dit OK, soit ça pose des problèmes de différenciation, mais en termes de coût, moi, c'est ce que je veux et ça me convient, est-ce que tu gardes ta position? Alors, on garde la position. Pourquoi? Parce que nous, le métier qu'on fait, on est une agence conseil en communication. Et le mot conseil qu'il y a entre agence et communication, il est hyper important. On n'est pas un supermarché. On vient pas acheter une prestation et puis on se retourne. Nous, quand on vient nous voir, on vient chercher un conseil et ce conseil-là, il est précieux. Donc nous, quand un client vient nous voir pour son identité visuelle, on parle bien d'identité. Quand on dit identité, elle doit être singulière. Donc, si on vient et qu'on passe par un outil comme l'intelligence artificielle pour créer une identité qui doit être singulière, on fait déjà fausse route. Parce que le principe même de l'IA, c'est d'agréger du contenu. C'est-à-dire que l'IA ne va pas créer ou inventer, il va, on va dire, déduire la suite la plus logique. Donc, forcément, si on veut être singulier, on peut pas passer par l'outil pour ça. Par contre, pour peaufiner des choses, pour aller chercher des idées, avoir des pistes de réflexion, on peut l'utiliser. Mais par contre, il faut in fine avoir un levier vraiment créatif, très personnel, pour aller créer une identité visuelle, si en tout cas on veut qu'elle soit impactante. Pourtant, tu as beaucoup de marques mondiales qui l'utilisent, notamment pour leur branding. Est-ce que c'est une contradiction, c'est une évolution? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce qu'on peut se dire que c'est pas parce qu'une marque mondiale le fait que nous, on a la possibilité aussi de le faire? Je pense qu'il y a effectivement des marques mondiales qui l'utilisent. Peut-être pas pour créer des identités visuelles véritablement, donc un logo typiquement. Par contre, pour répondre à ta question, effectivement, non, je pense pas que parce que des grandes marques ou des grandes sociétés le font, on soit obligé de le faire. Les grandes sociétés font aussi beaucoup d'erreurs, donc au contraire, ça doit nous servir un peu de leçon. Moi, j'ai des exemples en tête. Moi, j'ai un exemple qui est flagrant, c'est Coca-Cola. Une des premières fois où ils ont utilisé l'IA, qui était sur une campagne de Noël, donc qui est la campagne vraiment attendue de Coca-Cola. Et en fait, l'erreur qu'ils ont fait sur ce film-là, c'est que chaque année, ils font un film pour Noël qui joue sur une émotion. Et quand on joue sur l'émotion des gens, on peut pas venir avec quelque chose d'aseptisé. Et ils ont utilisé un outil de génération de vidéos qui n'était pas encore au niveau, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. L'outil n'était pas encore au niveau, donc forcément, le résultat n'est pas bon, déjà en termes de réalisation. Et du coup, ils cassent l'élément central de la performance de ce contenu-là, qui est l'émotion. Donc forcément, c'est là où il y a une erreur pour moi au niveau de cette campagne-là. On a beaucoup parlé, par exemple, du loup d'Intermarché, oui. Qui est une campagne... Elle a été l'antipode, en fait, de la... Et ce qui est très marrant dans ce contenu, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'IA, faire un film comme ça serait très rapide et très facile. Exactement. Et avoir le même rendu. Mais par contre, l'émotion et ce que ça crée chez nous, il n'est pas créé
cette émotion-là, elle n'est pas suscitée parce que la vidéo n'est pas créée en IA. L'émotion est suscitée parce que le scénario, parce que les émotions du loup, parce que le message qui est derrière est fort. Et ce message-là, c'est un humain, c'est quelqu'un, c'est un directeur artistique, c'est un planeur stratégique qui a réfléchi à cette idée et qui l'a poussée. Et il aurait pu très bien pousser cette idée, réaliser avec l'IA et diffuser ce film. Et il n'y aurait pas eu de sujet d'intelligence artificielle, à mon sens. Et justement, qu'est-ce qu'on peut donner à l'IA, mais qu'on doit absolument garder avec l'humain? Qu'est-ce qu'on peut donner à l'IA et qu'est-ce qu'on doit garder entre nos mains? Qu'est-ce que l'humain doit conserver? Alors, je pense que, en tout cas, d'un point de vue vraiment marketing, communication, ce qu'il faut qu'on conserve, c'est cette partie idéation et réflexion stratégique. Il faut qu'on puisse savoir où on veut aller avant d'aller solliciter l'IA. Parce que l'IA va pouvoir nous accompagner, nous aider, nous mettre aussi dans des voies, peut-être même explorer des voies auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne saura pas, ne serait-ce que juger le résultat de l'IA. Si je ne sais pas ce que j'attends, comment est-ce que je peux juger ce qui m'est rendu? Donc, je pense que cette partie vraiment réflexion stratégique et idéation, il faut la garder, il faut que ce soit des conseils, du moins, ce que tu disais. Et conseils qui est précieuse, c'est ce que les clients viennent chercher. Ils ont besoin de ce conseil-là. Donc, je pense qu'il faut garder ça chez l'humain. D'une part parce que l'humain le fait mieux, parce qu'il y a des choses que l'humain fait mieux aussi que l'IA, et parce que ça nous permet d'être toujours singulier. Ce qu'on va chercher dans la communication, c'est se démarquer. Donc, il faut absolument réussir à être singulier. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut garder. Et puis, j'ai la petite anecdote aussi d'un point de vue plus personnel. Moi, j'ai quelqu'un qui me racontait ça, que c'était sa fille qui avait envoyé un message pour l'anniversaire d'une copine à elle et qui ne savait pas trop quoi écrire et qui l'a écrit avec ChatGPT. Et je pense que ça aussi, c'est un peu une limite de se dire qu'un message personnel, je l'écrirai avec l'IA. Parce que du coup, on perd un peu d'âme aussi dans ce qu'on va dire, donc c'est dommage. Et justement, de ce côté où on perd l'âme, est-ce que tu n'as pas l'impression, est-ce qu'on n'est pas en train de créer plutôt des communicants qui ne savent plus faire sans l'IA? Ou est-ce qu'il y a encore des communicants qui savent faire sans et qui s'entraînent et qui entraînent leur créativité, qui font encore de la recherche pour nous sortir de l'émotion, justement, de se démarquer de cet outil qui finalement est révolutionnaire et qu'on dit va nous remplacer à un certain moment? Là, pour l'instant, d'après tout ce que tu dis, c'est pas encore le cas. Mais est-ce que on n'est pas en train de créer cette génération de communicants qui ne savent pas faire sans IA? Alors moi, je pense que oui. Clairement, on crée en tout cas, il y a une partie des communicants qui vont savoir faire de moins en moins sans l'IA. On en voit déjà. Moi, je pense que ce qui va être clé, c'est l'exigence qu'on va mettre sur le rendu qu'on veut avoir. Aujourd'hui, moi, je vois plein de choses qui sortent. On se dit les choses. Pour moi, c'est pas du tout possible de sortir des choses comme ça, que ce soit des affiches ou des choses comme ça. Est-ce que tu veux bitcher, donner des exemples? Non, je rigole. Ouais, donc ça, c'est dommage parce que du coup, moi, je trouve que c'est dommage à deux niveaux. Premièrement, ça veut dire qu'on n'a pas fait appel à un professionnel qui est capable de juger ce qu'on voit. Quand je dis professionnel, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire et qui va être réfractaire à l'IA, mais quelqu'un qui va être capable d'analyser un contenu et de se dire que ça, c'est une bonne publicité. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, ça, je peux le déléguer. Ça, je ne peux pas le déléguer, comme on a dit tout à l'heure, ce que l'humain garde et ce qu'on donne à l'IA. Exactement. Et puis, le deuxième sujet, c'est en tant que marque, quel respect je mets envers mes clients. Est-ce que ça suffit pour mon client? Est-ce que ça veut dire que mon client, il mérite pas que je me creuse la tête, il mérite pas que je lui propose un message singulier, il mérite pas que je lui propose quelque chose d'original pour le convaincre de venir à mon produit? Je fais quelque chose de basique qui ressemble à ce que tous les autres font parce que c'est de l'IA basique avec un flyer qui ressemble à tous les autres flyers, une typo qui ressemble à toutes les autres typos, et du coup je balance ça et c'est pas grave, mon client viendra à moi. Donc je trouve que c'est aussi un manque de respect envers le client que de ne pas aller chercher l'excellence dans ce qu'on crée. Oui. Et puis aussi, on voit que cette IA apporte ce besoin qu'on avait déjà un peu depuis quelques années d'avoir du plus personnel, du marketing un peu plus direct en fait, qui va vers une personne, qui parle à une personne en particulier et pas qui parle à une masse. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et du coup, est-ce que en Martinique, toutes les agences utilisent l'IA? Est-ce que est-ce qu'il y a une sorte d'évolution ensemble où chacun travaille de son côté, l'utilise de son côté? Ou est-ce que vous vous concertez? Enfin, est-ce qu'il y a une structuration de votre filière là-dessus? Alors, pour le coup, pas forcément. Alors, de façon générale, les agences communiquent pas beaucoup entre elles. Hein. C'est quelque chose qui est
pas suffisamment en tout cas fait à mon sens, parce que c'est quand même dommage de pas pouvoir échanger entre professionnels du même secteur. Mais bon, il y a plein de choses qui font qu'on n'échange pas beaucoup, la confidentialité client évidemment, et puis voilà, on et a puis aussi l'étroitesse du territoire. Exactement, tout simplement. voilà. Ouais. Donc il y a aussi ça, mais je pense qu'aujourd'hui toutes les agences, ou en tout cas 99% des agences, ont intégré l'IA dans leur processus. Après, à quel niveau et avec quelle maturité, ça reste à définir, mais je pense que tout le monde a pris le pas, parce que pour moi, ce serait antinomique de ne pas le prendre. Hein. C'est un tsunami qui arrive, donc le tsunami, soit on surfe, soit on se le prend. Donc, et c'est dur de surfer un petit peu. Voilà, et c'est dur de surfer, mais il faut essayer. Ouais. Donc du coup, je pense que tout le monde a un peu pris le pli, et puis on le voit aussi, parce que quand on crée, on voit aussi sur ce qui sort, on repère l'IA. On arrive encore à le repérer. Pour l'instant, on arrive encore à le repérer. Je trouve qu'on arrive encore à le repérer en image, mais on a de plus en plus de mal à le repérer en vidéo. En vidéo, tout à fait. Plus je regarde le contenu sur les réseaux sociaux, plus, même moi qui suis vraiment entraînée, qui connais la différence, parfois, je peux me dire, ah oui, ça c'est pas de l'IA, alors qu'en vérité, c'est de l'IA. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau, et ça va continuer, où les outils deviennent vraiment très, très, très performants en termes de création. Oui, mais même en image, c'est-à-dire que quand je dis qu'on repère l'IA, je parle vraiment avec le regard d'un professionnel, parce que nous, on va analyser des détails, on va aller regarder le piqué, des choses comme ça sur une image, mais c'est plutôt dans un sens critique, mais positif, dans le sens où on regarde comment les autres font aussi. Mais le public lambda, je pense qu'aujourd'hui, si on prend le temps de faire un visuel sur l'IA et qu'on a une vraie direction artistique qu'on a poussée, le client final, il ne peut pas faire la différence entre quelque chose qui est fait en IA et quelque chose qui est fait avec un shooting, par exemple. Et est-ce que justement le client demande que vous fassiez, enfin, tu m'as dit que vous êtes très transparent là-dessus, que vous indiquez lorsque vous faites des créas avec de l'IA, mais est-ce que le client il est demandeur? Est-ce qu'il se dit, est-ce qu'il vous dit, moi je veux de l'IA, est-ce que les entreprises martiniquaises ont déjà cet automatisme de te dire, moi je veux de l'IA? Moi, je veux que tu travailles avec ça, et parce que j'ai besoin de réduire, il faut que ce soit ça. C'est pas forcément un réflexe chez nos clients, parce qu'ils connaissent notre façon de travailler aussi, si tu veux. Donc, on travaille avec des clients depuis quand même déjà pas mal d'années, donc ils n'ont pas forcément ce réflexe de se dire je veux que vous fassiez en IA ou vous fassiez d'une autre façon. Aussi parce que c'est pas dans leur process de brief non plus. Quand on travaillait avant, ils nous ont jamais dit je veux un shooting ou je veux que ce soit fait en studio ou autre. Nous, on propose toujours ce qui est le plus efficace pour la campagne, et après avec les budgets, on ajuste évidemment. Mais par contre, on peut avoir des clients qui vont se dire instinctivement quand il nous manque des choses, est-ce qu'on peut pas le générer en IA, est-ce qu'on peut pas le faire en IA, etc. Donc ça arrive, mais en général, nous on anticipe ces demandes-là. Donc on va être nous plutôt force de proposition en disant ça on n'a pas, mais ça on peut le générer en IA. Donc en général, on n'a pas le temps d'avoir la question, mais on va au-delà de ça et on propose déjà des solutions. Et est-ce que le fait qu'il y ait ces outils-là, parce que maintenant du coup ça ouvre la porte à encore plus de monde dans ce secteur-là, il y a encore plus de monde qui peut venir s'immiscer, beaucoup plus de gens qui peuvent donner place à leur créativité, qui peuvent faire ce que avant tu pouvais pas forcément faire, puisque si tu maîtrisais pas un outil, tu avais un peu plus de mal à venir concurrencer une agence, un freelance, tout ça. Est-ce que vous avez eu une arrivée soudaine de concurrence sur certains pans de votre activité, ou est-ce que ça ne vous impacte pas du tout? Alors oui, on voit l'arrivée justement de personnes qui proposent en tout cas des services qui n'auraient pas pu proposer avant. Typiquement du community management ou des choses comme ça. Donc, ils vont proposer de faire les visuels en IA, etc. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est des gens qui vont proposer des formules du coup au rabais, mais le résultat va pas être très qualitatif. C'est des gens qui vont être on va dire aux prémices de l'IA, ils vont avoir une utilisation assez sommaire, donc ils vont faire des choses mais qui vont pas être vraiment au niveau. Par contre, des freelances dans nos domaines, il y en a toujours eu, il y en a plein. Bien sûr, tout le temps. Il y a des gens très très qualifiés aussi. Hein. Ça, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une agence qu'on n'est pas qualifié. Il y a des DA, il y a des DA, il y a des graphistes, il y a des community managers freelance qui sont d'excellents professionnels et qui justement, grâce à ces outils-là, deviennent encore plus performants. Et moi, je vois ça plutôt d'un bon œil. De toute façon, nous, dans nos métiers, la concurrence est quelque chose de positif, parce que
que quand on n'a pas de concurrence dans un secteur d'activité, c'est le meilleur moyen de s'endormir et de pas se challenger. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on voit d'un bon œil. Ça nous fait nous remettre nous en question. Ça nous pousse à aller vers plus d'idées, plus de solutions, plus de rapidité aussi, pour se mettre au niveau aussi d'un freelance. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Et puis, moi, je trouve que de façon plus globale, le fait que justement quelqu'un dans son coin puisse avoir accès grâce à l'IA à des compétences auxquelles il n'avait pas accès avant, ça permet de développer vraiment la créativité des gens, même des entrepreneurs ou des gens comme ça qui ont envie de faire des projets mais qui n'ont pas les compétences et qui se disent tiens, avec l'IA je peux créer un site internet, je peux créer mon visuel moi-même, et je trouve que ça libère un peu la créativité, donc de ce point de vue-là je trouve que c'est quelque chose d'hyper positif pour nos marchés. Et du coup, est-ce que vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché? Une tonne. Donne-moi des exemples. Des tonnes. Des choses qui n'ont pas marché, des campagnes qui n'ont pas marché. Alors, sur des campagnes, un peu moins, c'est parce que on a quand même beaucoup de freins avant qu'une campagne sorte, et de se dire qu'elle va pas marcher parce que... alors, quand on dit pas marcher, je parle pas d'un point de vue forcément retour sur investissement pour le client, parce que bon... Non, là, on parle du purement opérationnel. Mais vraiment sur la partie, ce qu'on va nous produire, on a quand même pas mal de garde-fous avant que ça sorte, heureusement. Donc, c'est déjà arrivé qu'on fasse et qu'on se dise c'est bien, et puis après tu regardes et tu te dis oh là, c'est nous qui avons fait ça. Voilà. Donc ça on le voit, on l'a déjà eu. Il y a plein de choses aussi qu'on a testé en interne qui se sont foirées. Typiquement la vidéo, c'est un des premiers sujets sur lesquels on a voulu aller très tôt. Mais les outils n'étaient pas encore au niveau, et on a eu des gros échecs, des choses qui sont vraiment pas bien, et puis du temps aussi perdu malheureusement, mais bon ça fait partie aussi du jeu, donc perdre beaucoup de temps à essayer, à réessayer, donc voilà. Et puis après ça nous est déjà arrivé de faire des campagnes et puis d'aller jusqu'au bout, d'avoir des choses qui sont bien et puis de rater des petits détails, et puis hop, juste avant l'impression, juste avant la diffusion, on se rend compte tiens, il y a un truc qui est pas normal, il y a un œil qui est pas bien, il y a quelque chose qui est pas bien, et heureusement on a suffisamment de garde-fous pour faire en sorte que ça sorte pas. Et du coup, si tu avais 0 €, 0 employé et 3 mois pour intégrer l'IA, comment tu le ferais? Alors, moi, je pense que le premier élément sur lequel je travaillerais, c'est sur ma spécialisation. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que comme on a des outils puissants, on peut se spécialiser. Et quand tu as 0 €, tu n'as pas d'employé, tu n'as pas de collaborateur, tu es tout seul, donc tu ne peux pas tout faire. Donc, il vaut mieux se spécialiser. Pourtant, on dit qu'on peut tout faire. Je pense que c'est mieux de se spécialiser. Comme ça, on est sûr de pouvoir mettre son énergie sur quelque chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je me spécialiserais plutôt sur la partie web. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose au sein de l'agence, puisqu'on est une agence digitale, donc on crée aussi des plateformes web. Je pense que je me spécialiserais dedans. Je pense que c'est un des secteurs qui est les plus bousculés justement par l'IA. Aujourd'hui, on peut créer des choses vraiment très performantes avec. Donc, je pense que je commencerai par là. La partie web, développement de site internet, c'est quelque chose qui est encore pas très bien fait, je trouve, aux Antilles. Il y a encore beaucoup de sites internet qui sont bâclés, on va le dire comme ça. Donc, je pense que j'irai là-dedans pour développer un peu et avoir mes premiers clients. Et je pense que la première chose que je ferai avec les premiers revenus, c'est embaucher un graphiste. Parce que du coup, ce sera le meilleur moyen ensuite de peaufiner la partie créative de mes sites, parce que l'IA va me permettre d'avoir la technique, donc de pouvoir faire les plateformes que n'importe quel développeur pourrait faire. Mais le graphiste va pouvoir mettre une surcouche du X, du Y, de façon à me démarquer des autres. Et je pense que j'irai dans ce sens-là. Et t'es même pas obligé d'y aller tout de suite, parce que il y a 3 jours, Claude nous a sorti Claude Design, qui potentiellement, si ça évolue aussi vite que tout ce qui se fait dans l'IA ces derniers temps, t'auras peut-être même pas besoin, dans un premier temps, d'aller chercher un graphiste pour te faire ce côté UX, UI que tu chercherais habituellement. Moi, là où ce que je rajouterais aussi, c'est qu'il faudrait aussi travailler son processus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je pense que le processus, ça fait quand même... Il faut que tu connaisses ton processus, que tu sois sûr de comment tu vas utiliser cette IA, parce que tu peux te dire, tu lances un business web et améliorer le web, etc. Mais comment tu y vas?
Ouais, ça c'est un très bon point parce que typiquement dans nos intégrations de l'intelligence artificielle au sein de notre agence, on pense évidemment à toute la partie créa, mais on pense aussi process interne, que ce soit les relances, la gestion des briefs clients, etc. Et l'IA peut vraiment donner un gros coup de main là-dessus. Mais pour pouvoir implémenter tout ce qui va être automatisation, etc., il faut déjà connaître son process, maîtriser son process à 100%. On l'a vu parce que quand on a commencé à travailler dessus, les premières questions qu'on a dû se poser, c'est oui, mais on veut automatiser ça, mais comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Comment ça se passe? Quand je reçois le brief d'un client, quand je brief mon graphiste, quand je brief mon DA, comment est-ce que ça fonctionne? Donc effectivement, je trouve qu'identifier ces process, c'est déjà quelque chose qui est hyper important. C'est le premier pas pour vraiment basculer sur des automatisations ou en tout cas de l'IA qui va pouvoir nous permettre d'accélérer ces process-là. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant quand on débute une aventure, une activité, c'est qu'avec l'IA, on peut automatiser des éléments qui sont très chronophages. La partie commerciale, le démarchage, les relances clients. Et en ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment donner un boost quand on démarre et quand on n'a effectivement pas beaucoup de fonds. Exactement. Et quelle est ta ligne rouge? Moi, ma ligne rouge d'un point personnel, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est juste ce dès que je vais rentrer dans quelque chose de personnel, je pense que, je peux pas aller vers l'IA. Je ferai pas un message à une amie ou un ami en IA. J'écrirai pas des vœux de mariage avec de l'IA. Enfin voilà. Et puis après, d'un point de vue professionnel, je dirais pas que je m'interdis rien. Moi, tout ce que l'IA peut faire correctement, j'y vais. Mais par contre, je m'interdirais de faire avec de l'IA si c'est moins bien que ce que j'aurais fait. Voilà. Ok. Et est-ce que tu valides ça? Dans 5 ans, les agences qui n'auront pas intégré l'IA seront terminées? Moi, je pense que 5 ans, c'est même un peu loin, à mon avis. Si on ne l'intègre pas beaucoup plus tôt que ça peut déjà être très problématique pour une agence, je pense, d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Parce que y a beaucoup trop d'avancées technologiques et ça va à une vitesse qui est exponentielle. Et ce que tu disais tout à l'heure sur les nouvelles personnes qui se lancent, les freelances, etc., qui vont prendre le pas et qui vont rattraper quelque part le retard, on va dire, qu'ils ont grâce à l'IA. Donc, si les agences n'intègrent pas l'IA, elles seront dépassées. Donc oui, pour moi, dans 5 ans, il faut que les agences soient dessus. Ça, c'est évident. Moi, je pense que oui, il faut absolument, et ça, je pense que c'est dans tous les métiers, c'est-à-dire qu'il faut commencer à l'intégrer dès maintenant, il faut commencer à voir ce que ça peut nous apporter, et puis voir comment, justement, ça nous permet d'aller plus vite et pas de nous remplacer. Ouais. Et dernière petite question avant de te laisser faire le mot de la fin. J'ai vu un superbe court-métrage de Cyprien où je ne sais pas si tu l'as vu, non. Où il dit si un employé dans une agence était ChatGPT, en fait, il remplacerait tout le monde. Ah si, ça me parle. Tu l'as vu? Ça me parle, je l'ai vu. Est-ce que quand tu as intégré l'IA, tu me dis que chez vous, ça s'est fait quand même pas mal en douceur, puisque ça vient de vos outils que vous utilisez déjà, notamment Adobe. Mais est-ce qu'à un certain moment, tes collaborateurs ont eu peur d'être remplacés? Est-ce que vous avez déjà remplacé des gens par des outils? Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Alors aujourd'hui, on n'a pas remplacé des gens par des outils. C'est pas du tout quelque chose qu'on envisage. L'avantage quand on travaille aussi dans une agence, c'est que on peut toucher à beaucoup de choses et quand on travaille dans une agence, on monte en compétences. J'en suis l'exemple moi-même. Donc cette montée en compétences de nos collaborateurs, c'est plutôt quelque chose qu'on envisage justement grâce à l'IA. C'est que on va pouvoir permettre à nos collaborateurs de perdre moins de temps sur on va dire des choses qui ont moins de valeur ajoutée et par contre les faire monter en compétences sur d'autres choses. Donc l'idée n'est pas de remplacer nos collaborateurs, mais par contre les mettre sur des tâches qui ont beaucoup plus de plus-value. Donc les idées à progresser. Voilà. Et puis après, nous, dans la crainte qu'il y a pu y avoir, je pense qu'il y a eu des craintes. C'est évident, on a eu des personnes qui nous en ont parlé, mais on a été évidemment là pour les rassurer. C'est notre métier aussi de rassurer nos collaborateurs et nos équipes, de leur donner une vision, parce que c'est pour ça que c'est important de l'intégrer très tôt, parce que intégrer l'IA, ça prend du temps. On a parlé du fait d'itérer les outils, etc. Donc, comme ça prend du temps, il faut le faire très tôt pour avoir une vision et pouvoir donner cette vision-là aussi après aux collaborateurs en leur disant, voilà la direction qu'on prend, nous, en tant qu'agence. Vous faites partie de cette direction, vous faites partie de cette voie qu'on est en train de prendre et voici comment on va la prendre. Donc, c'est le meilleur moyen. Fait intelligemment et de façon agile. Tout à fait. Après, les craintes, elles sont naturelles. Tous les professionnels aujourd'hui sont inquiétés par l'IA et je pense que le meilleur moyen de ne pas avoir peur de l'IA,
l'IA, c'est de l'intégrer et de travailler avec. Surtout quand on voit les gros sites, Amazon, supprimer tant de postes. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit supprime beaucoup. des postes. Est-ce que nous, c'est parce qu'on est insulaire, qu'on est protégé? Est-ce que ça va nous arriver? Donc, je pense que les gens ont énormément de questions là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la thématique des agences en Martinique et plus largement aux Antilles-Guyane, puisque vous êtes C'était un plaisir. Un petit peu aussi aux Antilles-Guyane. Donc, je te laisse le mot pour la fin. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Le message qu'on retienne. Voilà, le message que je pense qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est un outil qui est merveilleux, qui permet de faire de grandes choses. Que ce serait dommage de s'en priver. Nous, dans les métiers de la communication, on a connu énormément d'évolutions. Quand je suis à l'agence, je vais dans la salle des archives, on a encore des feuilles A3 de concepts qu'on avait. Ça se collait, on collait les lettres. J'étais même pas encore là et je revois ça avec les gens qui étaient là avant moi. Et c'est un bonheur de voir ça. Ils ont fait ce travail-là et ils ont connu des évolutions. Quand ils ont connu Photoshop, on leur a dit c'est bon, vous êtes morts les gars, vous allez disparaître. Ils sont encore là. Ils ont travaillé avec Photoshop. Ils ont travaillé avec de nouveaux outils. Puis aujourd'hui, il y a l'IA. Ils sont en train de l'intégrer. Ils sont en train de travailler avec. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est de se dire qu'il y a des évolutions technologiques. Il faut avancer avec son temps et que ceux qui n'avancent pas avec leur temps, c'est ceux qui disparaissent. On a plein d'exemples, comme par exemple dans la photo. On avait Kodak qui était un leader. Ils n'ont pas pris le chemin du numérique et ils ont disparu. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre le train de l'IA, l'intégrer, l'utiliser, comprendre les mécanismes de l'IA et après, ça sera un allié et ça ne sera pas un ennemi. Merci beaucoup, Jeff, en tout cas, d'avoir fait ce podcast avec moi, surtout que tu as été le premier à inaugurer ce podcast. Donc, c'était un réel plaisir. Mon honneur d'inaugurer ce podcast. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager pour pouvoir être au courant de quand sortira le prochain épisode.